Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série d'informations hebdomadaires centrées sur l'Afrique. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Cette semaine à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, plusieurs initiatives citoyennes ont été mises en place pour lutter contre la pollution plastique. Des bénévoles se sont mobilisés pour collecter les bouteilles qui s'accumulent dans la lagune ébriée et sur les berges afin de maintenir leur environnement propre. La municipalité soutient ces initiatives en mettant les jeunes en contact avec des entreprises de recyclage, leur permettant ainsi de vendre les déchets collectés plutôt que de les envoyer dans des décharges. Cependant, il reste encore beaucoup à faire, notamment en termes de gestion des déchets plastiques dans la ville et de sensibilisation de la population à l'utilisation des poubelles. Une entreprise de recyclage a également mis en place des bornes de collecte pour acheter directement le plastique auprès des citoyens qui pratiquent le tri sélectif. Les déchets plastiques sont transformés en matière première pour la fabrication de produits ou utilisés dans la construction de mobilier urbain ou scolaire. Malgré les efforts déployés, il existe un manque de réglementation dans ce secteur et la pollution plastique reste un défi majeur en Côte d'Ivoire. Notons aussi que des actions internationales sont également en cours pour lutter contre la pollution plastique à l'échelle mondiale. Parlons à présent du Niger qui fait face à une augmentation de 20% des flux migratoires selon un rapport de l'Organisation internationale des migrations OIM paru cette semaine. Au cours du premier trimestre de 2023, plusieurs centaines de personnes ont perdu la vie ou sont portées disparues le long des routes migratoires clandestines à travers le désert. Le rapport indique que cette augmentation est due à la fois aux déplacements vers les sites aurifères et aux expulsions de migrants en provenance d'Algérie et de Libye. Les données recueillies auprès des voyageurs à 10 points de passage révèlent que le tiers de ces flux migratoires sont des déplacements internes au Niger, tandis que les 2 tiers restants concernent les mouvements transfrontaliers, qu'il s'agisse d'entrer ou de quitter le pays. Les hommes adultes représentent la moitié des personnes observées, tandis que 18% sont des femmes et 9% sont des mineurs, principalement originaires du Niger ou des pays voisins, et qui citent des raisons économiques pour expliquer leurs déplacements. Cependant, ces déplacements se déroulent dans des conditions extrêmement difficiles le long des routes migratoires clandestines qui traversent le Niger en direction de l'Afrique du Nord et de l'Europe. Au cours de la même période, plus de 520 personnes ont perdu la vie ou sont portées disparues au Niger, en Algérie et en Libye en raison des dangers liés au transport, des maladies, de la violence, de la famine, de la déshydratation et du manque d'abri. Focus sur le Cap, une ville en Afrique du Sud qui fait face à des pénuries d'eau causées par le changement climatique et l'exode rural. Pour surmonter ce problème, la ville a mis en place un plan ambitieux comprenant le retraitement des eaux usées et la désalinisation. En 2018, le Cap a réussi à réduire sa consommation d'eau de 55% sans avoir effectué des coupures. Les autorités ont alloué 18,5% de rentes, environ 959 millions de dollars pour développer le secteur de l'eau au cours des 4 prochaines années dans le but de répondre aux besoins des 4,9 millions d'habitants. Une partie de ces fonds sera utilisée pour installer de nouveaux robinets dans les quartiers informels et la municipalité prévoit également d'investir dans un programme visant à rechercher la nappe phréatique en utilisant l'eau des bassins d'orage filtrés naturellement. L'objectif est donc de produire 300 000 m3 d'eau supplémentaire par jour d'ici 2030. Des investissements sont également prévus pour le remplacement des conduites d'eau, l'achat de générateurs et d'onduleurs, pour les stations de pompage des eaux usées ainsi que pour les usines de traitement de l'eau potable et des eaux usées. En 2018, la ville avait échappé de peu à une catastrophe en raison des 3 années de sécheresse, mais les mesures prises et les pluies hivernales ont permis d'éviter une coupure totale de l'eau. Allons au Sénégal pour parler de la décision du gouvernement de fermer temporairement ses consulats généraux à l'étranger en raison des attaques subies par certains d'entre eux sur fond de tensions intérieures. Cette décision fait suite à des agressions récentes sur les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à Paris, Bordeaux, Milan et New York. Des dommages importants ont été signalés, notamment à Milan où les machines de production de passeports et de cartes d'identité ont été détruites. Les consulats rouvriront lorsque les conditions matérielles et de sécurité le permettront. Cependant, cette fermeture prive les Sénégalais à l'étranger de services consulaires tels que l'assistance et la délivrance de passeports. Rappelons que les troubles au Sénégal ont été déclenchés par la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme dans une affaire de mœurs. Ces troubles ont entraîné des manifestations violentes et ont fait au moins 16 morts. Dans cette affaire, l'opposition accuse le pouvoir d'avoir monté un complot pour éliminer Sonko de l'élection présidentielle de 2024, tandis que le gouvernement nie ces accusations. Des voix se sont donc élevées pour demander une enquête indépendante sur les violences, notamment de la part de l'ONG Human Rights Watch. Cette dernière souligne également l'utilisation excessive de la force et les arrestations arbitraires de la part des autorités ces derniers mois, ainsi que la répression de l'opposition et des médias. Toujours dans l'actualité hebdomadaire, 30 éleveurs ont été enlevés
par des djihadistes de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria et les ravisseurs ont demandé une rançon en échange de leur libération. Les villages attaqués se situent sur les rives du lac Tchad. Les djihadistes ont laissé un message exigeant une somme de 20 millions de naira, environ 40 000 € aux familles des otages. L'ISWAP, une branche de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, est devenue prédominante dans la région et a établi une forte présence. Le groupe autorisait les pêcheurs et les éleveurs à travailler moyennant le paiement des taxes, mais Boko Haram, en quête de liquidité, a décidé de recourir à des enlèvements pour obtenir de l'argent. Cette situation a causé la peur parmi les éleveurs qui envisagent de quitter la région. Rappelons que depuis le début de l'insurrection djihadiste en 2009, le conflit a engendré plus de 40 000 décès et déplacé 2 millions de personnes au Nigeria, provoquant une grave crise humanitaire. Le nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu, a promis de faire de la sécurité une priorité absolue de son mandat. Terminons notre tour d'Afrique au Gabon où la date de la prochaine élection présidentielle a été fixée au 2 septembre. Cette date a été validée par le gouvernement du président Ali Bongo. La campagne électorale débutera le samedi 19 août et durera 2 semaines. Les élections législatives auront également lieu le 2 septembre. Cependant, la date des élections locales prévues pour 2023 reste à confirmer. L'officialisation de la date de l'élection et du calendrier de la campagne devrait accélérer les préparatifs au Gabon, bien que la candidature du président Ali Bongo Ondimba à sa réélection ne fasse aucun doute. Ni lui ni son principal adversaire Alexandre Barrow Chambrier n'ont encore officiellement annoncé leur participation à l'élection. Voilà donc, c'est la fin de cette revue d'actualité hebdomadaire centrée sur l'Afrique. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines actualités.